Le transport est responsable en France de 25% des émissions de CO2. On sait que c'est un des principaux gaz à effet de serre, donc qui est responsable du réchauffement climatique, et cette part va en croissant avec la croissance des transports qui sont énormément dépendants du pétrole, puisque le transport est fait essentiellement à partir du diesel et de l'essence. On a non seulement une émission très importante et en croissance de CO2, mais on a également une émission d'autres gaz polluants, comme les NOx, comme le CO, qui sont des gaz toxiques pour l'homme, qui provoquent notamment des maladies comme l'asthme, qui sont responsables finalement de plus de morts que les morts sur la route. Et donc, c'est pour ça que c'est important de passer à une autre motorisation pour les véhicules que la motorisation essence ou diesel. Moi, dans mes recherches, je me suis intéressé au transport des personnes et également au transport de marchandises. Les alternatives existent. Donc, la première alternative, c'est les voitures électriques à batterie qui se développent de plus en plus. Tous les producteurs se lancent dans leurs voitures électriques. Et l'autre alternative, c'est les véhicules à hydrogène. On utilise une pile ce qu'on appelle une pile à combustible. La pile à combustible prend de l'hydrogène, reprend l'oxygène de l'air, les combine et fait de la vapeur d'eau et produit de l'électricité. Avec cette électricité, on fait tourner un moteur électrique. Donc c'est bien aussi une voiture électrique, mais c'est son mode de production de l'électricité qui est différent. Plutôt que de stocker l'électricité dans des batteries avec une autonomie limitée, on stocke l'hydrogène et on l'utilise dans une pile à combustible pour produire de l'électricité. Et donc ça, en anglais, on appelle ça les fuel cell electrical vehicles, donc les véhicules avec une pile à combustible en français. Les véhicules électriques à batterie, donc qui sont ceux qui représentent actuellement 0,4% du marché en France, mais qui vont évidemment être amenés à se développer très fort vu l'interdiction dans les grandes villes en 2030 ou 2035 des véhicules d'abord diesel puis essence. Donc j'ai regardé tout ce qui était sur le marché français, depuis la Peugeot Ion, la Renault Zoé jusqu'à la Tesla. Et donc, quand on fait une moyenne des prix, j'obtiens un prix moyen de 37 500 €, à comparer avec le budget moyen qu'un Français consacre à l'achat de sa voiture actuellement, qui est de 25 000 €. Donc, on est quand même 12 000 € au-dessus, mais ce sont des prix au fur et à mesure, ce n'est que 0,4% du marché, au fur et à mesure que ça va se répandre. Il va y avoir une pression sur les fournisseurs, des méthodes plus efficaces pour produire les batteries, qui est le gros coût. En lui-même, le véhicule hors batterie coûte moins cher qu'un véhicule classique. Un moteur diesel coûte très cher à produire, un moteur électrique coûte moins cher. Leur autonomie, en moyenne, ça va de 150 km pour une Citroën C0, jusqu'à 600 pour une Tesla, mais l'autonomie moyenne est de 261 km. Elle est d'autant plus grande que la voiture est grande. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup de batteries. Une Tesla se promène avec presque une tonne de batterie dans son châssis. Évidemment, une tonne, c'est supérieur au poids du type d'un petit véhicule. Donc évidemment, dans un petit véhicule, on pourrait faire des Zoé avec 600 km d'autonomie, mais on doublerait le poids de la Zoé et donc on augmenterait encore la consommation d'énergie pour la faire avancer. Troisième chose, c'est le temps de charge. Il faut distinguer deux choses. C'est le temps de charge quand on est chez soi à la maison, les prises qu'on peut mettre chez soi sans amener de la haute tension chez soi. C'est assez sidérant, mais entre la voiture la plus rapide, c'est la Kia, il faut 8 heures. Et si on charge une Tesla S chez soi,
c'est 38 heures pour la charger complètement. Il existe un autre type de chargeurs qui sont les chargeurs rapides de Tesla, qui eux sont très onéreux parce qu'il faut amener de la haute tension. Et donc j'ai plutôt regardé l'utilisateur particulier, pas l'utilisateur comme par exemple une centrale de taxi qui pourrait se payer un chargeur ou des chargeurs rapides dans sa centrale. Et donc là on arrive à une moyenne de 13 heures. Donc on voit directement les deux points faibles pour un usage intensif de la voiture. C'est d'une part l'autonomie et il faut quand même une nuit pour recharger une petite voiture chez soi à la maison. Donc un long temps de chargement. Les modèles existants sur le marché français de véhicules à hydrogène, là, il y en a que 3. Il y a Toyota, Honda et Hyundai. Le prix moyen, c'est 62 000 €. Donc, on était de l'ordre de 35 000 € pour la voiture électrique à batterie. Là, on est presque au double. Si on regarde la voiture la plus avancée, c'est la Toyota Mirai. Elle est à 79 000 € et elle est produite en tellement petite quantité qu'il faut justifier de son achat. Par exemple, moi qui travaille dans ma recherche pour l'hydrogène, je suis éligible pour Toyota pour acheter une Mirai parce que je travaille dans l'hydrogène. Ils en produisent quelques centaines tous les mois et donc ça explique aussi le coût. Si on produit des millions d'exemplaires d'un véhicule, on peut obtenir de meilleures conditions chez ses fournisseurs, on utilise d'autres méthodes pour les produits qui sont plus efficaces. Mais donc là, on est presque au double des voitures électriques à batterie. Par contre, l'autonomie, là, elle va entre 500 et 650 km, donc en moyenne 575 km. Donc là, on est très près d'une voiture classique à essence qui a un réservoir qui n'est pas trop important. En tout cas, 600 km avant de faire le plein, ça permet quand même d'aller loin. Et l'avantage, c'est que le plein se fait en 3 minutes. Donc, si on compare les avantages de l'hydrogène par rapport aux véhicules à batterie, c'est d'une part un temps de chargement 3 minutes, c'est comme si on faisait le plein d'essence ou de diesel, c'est pas plus long, et c'est une autonomie qui va jusqu'à 600 km. Les avantages de l'hydrogène sont les inconvénients de la voiture à batterie, à savoir une faible autonomie et un temps de chargement long. Mais évidemment, pour quelqu'un qui utilise sa voiture pour aller au travail à 30 km et qui ne l'utilise pas pour aller en vacances, sur des longues distances, charger pendant 12 heures la nuit chez soi et avoir une autonomie de 150 km est amplement suffisant. Les inconvénients majeurs pour l'hydrogène, c'est évidemment le prix. On est au double environ du prix d'une voiture à batterie, donc on est en moyenne à 62 000, la Mirai est à 80 000 €. Et l'autre inconvénient, c'est que comme il y a très peu de véhicules encore pour le moment en circulation en France, il n'y a que 22 stations de recharge d'hydrogène en France, stations publiques, contre 40 en Allemagne. Ce sont des chiffres de 2018, donc ça va évoluer assez rapidement, je pense, comme les stations de recharge électriques, puisqu'il y a un plan national d'impulsion de l'hydrogène pour lequel il y a 7 milliards qui sont prévus d'investissement, donc dans le plan de relance du gouvernement. Et donc, évidemment, une des manières de promouvoir, c'est d'augmenter le nombre de stations de recherche. Maintenant, si on se met du point de vue environnemental, c'est vrai que les deux
aussi bien l'hydrogène que la voiture électrique à batterie ont un point faible. Alors pour l'hydrogène, c'est la production d'hydrogène, parce que pour éviter émissions de CO2 par exemple, il faut évidemment que l'hydrogène ne soit pas produit à partir de pétrole, parce que sinon ça n'a rien d'utiliser de l'hydrogène. Or actuellement, 95% en France de la production d'hydrogène est fait à partir du pétrole. Pour les véhicules à batterie, l'autre grand inconvénient, c'est évidemment les batteries. Je disais là tantôt, une Tesla a presque une tonne de batteries. On utilise des métaux rares qui coûtent extrêmement cher à extraire. Et donc, le bilan, si on fait depuis le puits jusqu'au recyclage, la partie batterie peut avoir handicapé le bilan global, puisque les batteries contiennent des éléments qui coûtent cher à extraire. Et les batteries actuellement ne se recyclent pas à 100%. Ceux qui ont des smartphones savent bien qu'au bout de quelques années, la batterie diminue et donc on doit remplacer les batteries. Et c'est le même problème pour les véhicules électriques. Les deux ont leur place. Le véhicule électrique, c'est plutôt pour un usage, je pense, de la personne qui va au boulot en travail, qui habite dans une banlieue mal desservie par les transports en commun, qui fait 30 km et qui n'utilise pas sa voiture pour des grandes distances. Par contre, pour le transport international ou pour les représentants de commerce ou des gens qui font beaucoup de kilomètres, devoir s'arrêter pendant des heures pour recharger tous les 300 km son véhicule, c'est totalement impensable pour des camions qui traversent la France à l'international. Donc je pense que les deux auront leur public, mais que le public, les usages sont différents. Et donc, pour moi, la solution va être un mix. Donc on ne va pas remplacer tout diesel ou toute essence par tout électrique à batterie, mais il y aura un mix entre ceux qui utilisent essentiellement leur voiture pour aller au travail, qui n'est pas trop loin de chez eux, et le transport plus lourd qui, lui, peut bénéficier de l'hydrogène, qui leur donne une certaine autonomie, au fur et à mesure que ça va se développer et que l'hydrogène sera produit de manière verte par le développement des énergies renouvelables. On aura une excellente combinaison de l'utilisation des énergies, de l'électricité verte produite par les énergies renouvelables, c'est l'électricité transformée en gaz, en hydrogène, par électrolyse de l'eau, c'est bien ce qu'on appelle le power to gas. On a quelque chose de gagnant-gagnant puisque la production d'électricité, à certains moments, a des excédents. En 2019, 27 jours par an en Allemagne, qui est là où il y a le plus de panneaux solaires dans toute l'Europe, 27 jours par an, le prix de l'électricité était négatif pendant la journée à cause d'un excès de production des panneaux solaires. À ce moment-là, on peut utiliser cette électricité qui est quasiment gratuite pour la transformer en gaz, pour faire une solution pour la mobilité lourde. Donc ces excédents peuvent être utilisés et c'est fait sur un projet au large de la Vendée, donc d'un parc d'éolien qui est dans 50 km de la côte pour des raisons esthétiques. On ne les voit pas depuis la belle côte de Vendée. Depuis cette année, ce parc d'éolien fonctionne. Donc il y a une station qui produit, avec même l'eau de la mer Atlantique qui est désalinisée, on coupe l'eau, l'H2O en H2 et O2, et on envoie l'hydrogène sur Terre. Et donc c'est à la fois gagnant pour les énergies, pour la production d'électricité, qui rentabilise une partie de sa production qui serait perdue, et c'est gagnant pour le transport parce qu'on a une production d'hydrogène vert, ce qu'on voulait, à un coût raisonnable, qui est l'obstacle majeur qu'on a actuellement sur le développement de l'hydrogène vert, c'est son coût 2 à 3 fois plus élevé qu'à partir du pétrole. Et je prends ma casquette d'enseignant qui donne un cours de transport et environnement. Quelles sont les alternatives? Il y a bien sûr l'alternative d'utiliser des motorisations qui n'émettent plus de gaz polluants, mais c'est comme pour la gestion des déchets, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et bien pour le transport, le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas.